section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de la QDR Québec qui est toujours là pour vous. Si vous avez un besoin, les aînés, vous appelez à la QDR Québec au 418-524-0437, poste 0. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que j'estime énormément et qui travaille dans un domaine très important. Alors, je vous présente Madame Nathalie Paré, qui est présidente du groupe Patrimoine, qui est cofondatrice de Humanité, qui est infirmière de profession spécialisée en psychogériatrie. J'ai rencontré Madame Paré, vous allez voir, elle connaît son affaire et elle aura des bons mots là, pour vous expliquer. On va parler de l'Alzheimer. Alors, bonjour Nathalie. On est content de vous avoir aujourd'hui. Merci. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'historique. Vous avez fondé Humanité parce que vous trouviez que c'était un besoin. C'était quoi votre vision des choses? Oui, totalement. On a fondé Humanité en 2019. Judith, ça fait déjà 7 ans. Avant la vision, François, qui est le président fondateur du groupe Patrimoine, on a eu plusieurs projets qu'on a eu pour des résidences pour personnes âgées, Québec, Montréal. Et au travers de ces projets-là, on avait bien sûr des aînés qui y habitaient. On faisait déjà à ce moment-là, puis si on parle d'il y a 30 ans, où ça a été fondé, là, le groupe Patrimoine, ça fait déjà 30 ans cette année, où on a eu des milieux de vie qui étaient vraiment avec des aînés qui y habitaient. Et de plus en plus, on voyait vraiment le besoin de plus en plus grand en termes d'accompagnement. Que ce soit au niveau cognitif. Surtout, on a vu apparaître vraiment des troubles de la mémoire là, qui apparaissaient dans nos milieux de vie, puis qu'on voyait vraiment que la stimulation, l'occupationnel devenait super important. Et c'est au fil des années là qu'il y a eu l'idée de faire un projet comme Humanité. C'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai visité, puis je suis encore très impressionnée. Est-ce que tu peux en parler? Humanité, c'est quoi? C'est quoi cette organisation-là? Le projet Humanité, c'est un milieu de vie vraiment qui est pour les gens atteints de troubles de la mémoire, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée. Fait que c'est ciblé vraiment pour ce type de clientèle-là. L'objectif était de faire un milieu de vie comme à la maison, basé vraiment sur les passions des gens, sur la stimulation, sur l'occupationnel. Notre objectif, c'était que les gens puissent se retrouver et continuer de vivre dans un milieu de vie qui était participatif. Les gens, on a tous, puis je me ramène à nous, je dis, on a des passions dans la vie, il y a des choses qu'on aime faire. Il y a des gens qui ont des histoires de vie incroyables. Il y a des gens où ils ont été ménageurs dans leur maison toute leur vie, où ils ont eu des métiers. Mais pourquoi ils arrêteraient aujourd'hui de le faire? Parce qu'il y a un diagnostic dans la maladie d'Alzheimer. Au contraire, il faut continuer de leur faire vivre leur passion, puis de leur faire vivre des occupations à laquelle ils ont toujours aimé faire. Et c'est ça la base d'Humanité. C'est qu'au centre, on a le résident, et autour, on a les proches aidants qui continuent d'être là 24 heures sur 24 s'ils veulent. On a des bénévoles, on a vraiment des intervenants, des équipes sur place qui accompagnent et qui guident les résidents dans leur quotidien. Mais c'est une histoire d'équipe. On travaille même avec le CIUS, la capitale nationale. Ils font partie vraiment du processus de réussite pour le maintien à domicile d'un résident. Parce que c'est comme un domicile. C'est comme s'il était à la maison. Mais on les encadre et on les guide. OK, oui, je te comprends, c'est comme un domicile, mais c'est plus que ça. C'est comme une communauté. Oui, c'est une grande communauté où tout le monde vit ensemble pour qu'on puisse faire que le résident, là, continue d'avoir des étincelles dans les yeux, des sourires, de la fierté, puis qui continue vraiment à conserver sa dignité au travers d'une milieu de vie
où ils habitent tous ensemble. Fait qu'on arrive là dans l'humanité, là, il y a un rez-de-chaussée où eux peuvent avoir accès avec leur famille. Ils ont chacun leur milieu de vie avec 14 à 15 chambres autour d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une verrière où ce que les gens, en fait, s'occupent de leur quotidien, tout le monde ensemble. Fait que s'ils veulent plier du linge, comme ils faisaient à la maison, ils plient du linge. S'ils veulent passer le balai, ils passent le balai. S'ils veulent jouer aux cartes, s'ils veulent participer à des activités, ça peut se faire en petits groupes dans leur maisonnée ou en grands groupes en bas, comme de la musique qui s'installe. Et que tu comprends, les gens continuent de vivre avec ce qu'ils aiment. Oui, je comprends. Mais là, je vais te poser une question assez simple parce que il y a beaucoup d'aînés qui nous appellent, puis je vois leur inquiétude. Ils se disent, mon Dieu, les statistiques sont épouvantables. Après 75 ans, un aîné sur 3 peut être susceptible d'avoir de l'Alzheimer. Est-ce que tu peux me dire comment on peut faire pour savoir si on a peut-être des petits symptômes? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, écoutez, pour reconnaître des signes de la maladie d'Alzheimer, souvent on s'en va dans le complexe, mais il faut rester dans la simplicité. On connaît la personne, qui est en face de nous, que ce soit un proche, nos parents, notre frère, notre soeur. On connaît leur habitude de vie. On connaît comment ils fonctionnent habituellement. On connaît, sont-ils désorganisés, sont-ils organisés. C'est d'observer chaque petit détail qui peut changer dans son quotidien. Est-ce que la personne est capable de continuer de s'occuper de sa maison, de continuer de se faire à manger? Est-ce qu'il y a des oublis répétés? Est-ce que je sens vraiment là qu'au niveau de la conduite automobile, ça devient comme difficile, l'orientation est plus difficile? Il y a des indications et c'est là que je dis aux gens, gardez l'œil ouvert. Si vous avez vraiment des interrogations, là, gardez l'œil ouvert pour voir vraiment comment ça se passe et c'est quoi le changement qui s'opère dans la personne. Et ça va être vraiment d'une grande aide pour la suite des choses. Puis en même temps, Judith, je vais te parler d'un outil qui a été vraiment lancé la semaine dernière, qui s'appelle Mémo, la boussole de la mémoire. Si tu veux, je peux vous en parler pour vous dire. Oui, vas-y. Parfait. Fait que je vous parle en quoi ça consiste, puis je vais même vraiment dans les mêmes questionnements que tu me posais un petit peu plus tôt. Souvent, surtout au retour des fêtes, là, où les gens se ressemblent en famille, les gens reviennent et se posent beaucoup de questions. Et il me semble que j'ai vu que mon père, ma mère avaient changé ses habitudes, se répétaient beaucoup plus. C'était difficile. Et les proches aidants se retrouvent avec beaucoup de questions. Puis souvent, il y a tellement d'informations au travers d'Internet, les gens ne savaient pas nécessairement par où commencer. Okay. Par où je commence, j'ai des questions, c'est où je vais. Puis souvent, c'est les proches aidants qui se posent beaucoup ces questions-là. Ouais. Donc, l'idée a été de créer cet outil-là et de rendre ça accessible à toute la population pour que les gens puissent se poser les bonnes questions pour être dirigés au bon endroit. Okay. Il y a plein de choses qui existent déjà, que ce soit public, privé ou communautaire, en termes d'aide ou d'information que les gens peuvent avoir. Mais l'information est comme un peu en silo, ne se retrouve pas nécessairement toutes au même endroit. Ouais. Donc, par les questions qui seront posées au travers de Mémo, au travers de la boussole, c'est que les questions vont emmener les gens à pouvoir être référés au bon endroit pour avoir de l'aide et des ressources pour les aider dans le processus. Mais comment ils peuvent faire pour accéder à ça, là, l'outil? En fait, l'outil c'est un accès web. C'est qu'en fait, vous allez voir boussoledelamémoire.ca. Vous tapez ça sur Internet et ça va vous amener directement à l'outil où là, les questions vont commencer et ça se passe en 10 clics, Judith. C'est très simple. C'est simple, certain. Alors, écoutez-les bien. Peux-tu répéter, là, parce que s'il y a des gens inquiets, ça, je le sais. C'est boussoledelamémoire.ca. Bon.
Si vous Donc, n'êtes vous pas allez- capable, vous venez à la QDR Québec, on a des personnes, on a des ordinateurs, puis on pourrait le faire avec vous. On a des gens là, qui peuvent vous aider. Parce que c'est important là, ce qu'elle dit. Si vous avez des inquiétudes, ben vous allez pouvoir vous orienter, puis ça va être plus facilitant. Je trouve que c'est Oui, une... tout à fait. Tout à fait. Puis ça part de là, hein. Ça part. Nous, ce qu'on dit toujours aux gens, parce que nous aussi, on a beaucoup d'appels à l'humanité. Nous autres, on Ouais. fait de l'hébergement, on fait du répit. Il y a beaucoup de gens qui appellent en début Ouais. de maladie Ouais. ou qui appellent des proches aidants et qui veulent savoir quoi faire, où aller, puis c'est quoi les ressources possibles. Donc, cet outil-là va pouvoir vraiment aider la population à pouvoir se guider. Et ça a été fait vraiment avec tous les partenaires, que ce soit le CIS de la capitale nationale, ils sont vraiment dans les références, l'appui sont dans les références, Ouais, ouais. la Société d'Alzheimer sont dans les références. C'est qu'il y a quand même plusieurs partenaires et références dans l'outil pour que les gens puissent être guidés. J'ai une question pour toi. On voit de plus en plus des aînés isolés qui n'ont pas de famille, qu'on voit comme ça, puis ils ont vraiment pas de réseau. Alors, ils peuvent pas avoir des proches qui les voient puis qui sont capables d'identifier des problématiques. Alors, à ces gens-là qui sont seuls, il y a des fois, on a ça dans notre destinée d'être plus seuls. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Nathalie? Ben moi, ce que je leur dirais, c'est que ne restez pas seuls là-dedans. Il y a plein de ressources possibles pour pouvoir vous aider. Et l'outil Mémo a aussi été créé pour ça, Judith, de sortir les gens de leur isolement, parce que les gens, ils s'en rendent compte souvent au début de maladie qu'il se passe quelque chose, là. On dit que c'est pour les proches aidants, mais c'est aussi pour les gens qui sont en début de maladie. OK. Qui sentent, là, vraiment, là, qu'il y a un changement qui s'opère. Puis, je suis inquiète, tu sais, à savoir vraiment, j'ai-tu un trouble cognitif qui s'installe? Ben, les gens peuvent aussi utiliser mes mots pour les guider puis aller chercher les partenaires ou les références ou les collaborateurs qui peuvent les aider par rapport où ils sont rendus dans le processus de leur maladie. OK, mais ça, ils peuvent faire ça. Mais il y a beaucoup aussi d'aînés qui n'ont pas de médecin de famille. Est-ce que ça fait une différence ou s'ils font l'outil puis tout ça, c'est correct, mais s'ils n'ont pas de médecin de famille, est-ce que ça joue? Ben, en fait, non, ça joue pas pour le mémo, parce que le mémo, ce qui va être fait, là, c'est qu'à la fin, là, si les gens n'ont pas de médecin de famille, parce que bien sûr, de pouvoir nous autres, là, l'intention, là, c'est que les gens se questionnent puis qu'ils puissent commencer plus tôt que tard OK. le processus pour aller chercher de l'aide. Fait que le CIS de la capitale nationale, comme tu sais, ils ont leur ligne 811. Oui, très où bien. tu peux appuyer. Fait que toutes les indications sont vraiment mises pour voir où je peux appeler selon où je suis rendu avec le besoin dans le processus. OK. Donc, toutes les références se retrouvent là selon le questionnaire qu'ils vont avoir complété. Fait que ça s'adapte vraiment à la situation de la personne, parce que tu as des personnes qui vont peut-être rester à domicile tout seul. Il y en a d'autres qui vont peut-être rester avec un proche aidant, ou le proche aidant peut être épuisé aussi Oui. dans le processus. Tu as toutes sortes de situations là qui peuvent comment être présentes. Fait que c'est pour ça que mes mots s'adaptent en termes de direction et de diriger vraiment la référence selon l'histoire de la personne. J'ai une autre question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Mettons, moi, là, je suis là, puis là, je m'aperçois, j'ai des petits symptômes, ça va pas, puis là, je fais les tests, puis là, on voit que je suis dans un début d'Alzheimer. Est-ce qu'au début de la maladie, il y a des médicaments efficaces? Écoute, est-ce qu'il y a des médicaments efficaces? Il y a des médicaments, tu sais, comme tu sais, qui ont été mis en place pour stabiliser, hein? Ouais. Stabiliser la maladie. Il y en a pour qui ça peut faire, pour qui ça peut pas faire, mais il y a en effet des médicaments qui peuvent être possibles dans le processus de la maladie. Je prends juste un médicament, tu sais, sous forme de patch que moi, ma mère, elle a eu pendant le processus de sa maladie, puis qui l'a aidé quand même pendant un certain temps.
Bon. Fait que oui, il y a des médicaments qui peuvent être possibles, mais ça, bien sûr, il faut passer vraiment par le médecin pour que le médecin puisse évaluer, sortir le diagnostic et que par la suite, qu'il puisse donner le bon traitement en rapport avec ce que la personne a. OK. Alors là, peut-être que je coupe pas les cheveux en deux, mais je vais être précise. Mettons, ils peuvent utiliser l'outil. Puis là, mettons, ils s'aperçoivent qu'ils ont quelque chose qui est pas normal. Là, s'ils n'ont pas de médecin de famille, ils peuvent appeler au GAP aussi pour avoir un médecin. Oui, tout à fait. Tu sais, puis c'est là que nous autres on met les références. Parce que ce qu'il faut comprendre là, c'est que l'outil mémo boussole de la mémoire n'est pas un outil de diagnostic, Judith. Hein? Oui, je sais. Je veux juste être clair là-dessus. C'est un outil pour guider les gens vers les bonnes ressources. OK. Non, afin que les gens rapidement puissent avoir la ressource pour leurs besoins. Sauf que ça leur donne une idée. Ça leur aide un petit peu plus. Mais OK, de toute façon... Ça les oriente. Ça les oriente. Ça les accompagne. Oui. OK. Est-ce que tu as vu, toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que des gens que l'Alzheimer va moins vite? Tu sais, qui peuvent rester chez eux encore un petit bout de temps, est-ce qu'ils ont toute une histoire médicale pareille, semblable? On ne peut pas avoir des histoires pareilles, semblables, parce que c'est tous des humains qui vont avoir vraiment des réactions ou des comportements qui vont être différents. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que c'est un processus. Hein. Ils embarquent vraiment dans une vie qui va être différente et qui devront s'adapter. Mais c'est pas à eux, les personnes qui sont atteintes à s'adapter. Souvent, c'est des personnes qui sont plus autour. Il faut adapter en fonction de la personne qui est atteinte. Et donc, c'est un processus dans lequel on embarque. Hein. C'est un accompagnement différent. La personne peut rester à domicile et est indiqué de rester à domicile le plus longtemps possible, mais il y a toujours des conditions à ça. Est-ce qu'il y a des proches aidants? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ouais. Ou il est rendu aussi dans le processus de la maladie. Fait que, tu sais, le fameux continuum des soins, là, où le résident puisse faire son parcours selon où il est rendu dans le processus, puis selon qui est présent ou qui est pas, est super important. L'important, c'est de bien l'accompagner, puis que le proche aidant aussi puisse savoir c'est quoi ce processus-là et cet accompagnement-là dans le processus de la maladie, pour qu'il puisse avoir une forme d'éducation aussi faite au proche aidant. Puis, tu sais, je t'avais raconté mon histoire. Tu sais, j'ai dit, moi, ma mère, elle a été atteinte pendant 2 ans de la maladie d'Alzheimer. J'ai été proche aidante directe avec elle. Je suis infirmière de profession. Je suis dans le domaine depuis longtemps. J'ai quand même tous les repères. Mais sauf que quand tu embarques dans un processus de proche aidant et que l'émotion est présente, c'est toute une autre histoire. Parce que c'est l'acceptation aussi que la personne qui est en face de toi change. Ouais. Elle n'est pas la même personne. Et on doit accepter vraiment de l'accompagner d'une façon différente. Et ça, c'est un processus de deuil qu'on appelle souvent le deuil blanc, où qu'à chaque étape, il y a des deuils à faire pour les proches aidants qui sont autour. Et ce deuil-là est important. Plus que tu comprends la maladie et où ça s'en va, bien plus que ça peut être facilitant pour le proche aidant et la famille qui l'accompagne. Ah, je comprends. C'est toute une aventure, hein? C'est une grosse aventure. Parce que tu rentres dans un changement, puis tu es obligé de te changer toi-même aussi quand tu es avec une personne qui est atteinte de l'Alzheimer. Tout à fait, mais tu sais, Judith, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a des beaux moments. C'est de tourner les moments en des moments de qualité, et la vie ne s'arrête pas parce que tu as un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Elle continue juste de façon différente, la vie. Je comprends vraiment très bien. Je vais te poser d'autres petites questions. Le vieillissement de la population est en accéléré maintenant. C'est pas possible. Là, quand on regarde les données statistiques, de plus en plus de pourcentage de gens de 65 ans et plus. Ça veut dire que il va y avoir de plus en plus de gens susceptibles d'avoir la maladie d'Alzheimer, éventuellement.
Est-ce que j'ai bien compris? Oui, bien compris. Puis la donnée est quand même assez précise là-dessus. On parle d'un cas sur 3 de maladie d'Alzheimer, maladie apparentée dans les prochaines années. C'est la réalité. Puis ça va aussi avec l'augmentation de la population vieillissante, bien sûr. Moi, ce que je te dirais là-dessus, c'est que oui, c'est en mode accéléré, donc ça nous demande à nous tous de s'adapter. Quand je parle de nous tous, c'est nous tous ensemble, que ce soit le public, le privé, le communautaire. Il faut plus que jamais, en 2026, travailler ensemble pour répondre à ce grand besoin-là de notre communauté. Parce que si on ne travaille pas ensemble, si on travaille en silo, malheureusement, on ne suffira pas à la demande. Exactement, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Mais c'est pour ça qu'on voit arriver ça, puis on se dit, ça va arriver, c'est sûr. Les éléments sont là, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut se préparer à l'avance, comme tu dis, puis je pense que la société doit le faire aussi, comme tu dis, là. C'est une communauté qui prend soin de ces personnes. Oui, puis tu sais, je vais juste te dire, je t'ai expliqué un peu le projet Humanité. Oui. Le projet Humanité, oui, c'est un milieu de vie pour les résidents. Puis je t'ai parlé tantôt qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient autour de la capitale nationale. Mais ça commence aussi par là où il faut vraiment arrimer le plus possible de qui fait quoi pour répondre à ce besoin-là. Pour qu'on arrête de dédoubler des interventions, qu'on puisse être tout le monde ensemble sur un plan d'action pour pouvoir accompagner la personne qui a besoin d'aide, puis qu'on puisse vraiment s'en aller vers des objectifs communs. Plus qu'on va faire ça ensemble, plus qu'on va éviter des dédoublements, puis on va gagner du temps pour que ce temps-là puisse être mis aux besoins de la population. À l'heure actuelle, Nathalie, est-ce qu'il y a un plan où tout est organisé puis qui décrit ce processus-là? Excuse-moi, j'ai dit que j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un plan à l'heure actuelle qui décrit qui sont les organismes qui sont à travailler là pour aider les personnes, puis c'est quoi leur place distincte de chacun? C'est-tu déjà fait? Écoute, tu sais, on réinvente pas la roue. Il y a plein de belles organisations communautaires. Il y a des organisations, tu sais, privées, tu sais, puis je vais le nommer, tu sais, comme Humanité, comme le milieu public. Tu sais, je pense que dans chaque secteur, il faut vraiment que le public et le privé travaillent main dans la main avec le communautaire. Puis il y a déjà des beaux projets qui se font. Tu sais, si je te parle de Humanité, bien sûr, aujourd'hui, Judith, Humanité, on a vraiment une superbe collaboration avec le CIUS de la capitale nationale. Les proches aidants font partie du processus. On a un comité de proches aidants à l'intérieur de nos murs qui font partie aussi du processus pour qu'on puisse continuer d'améliorer. On a aussi tout le communautaire aussi qui est autour, la Société d'Alzheimer qui sont des partenaires, des collaborateurs importants parce que il faut pas seulement s'occuper des personnes qui sont atteintes. Il y a aussi les proches aidants qui sont autour, qu'il faut aussi s'en préoccuper puis de continuer d'accompagner. Et ça, on n'est pas capable de le faire ensemble. Fait que oui, il y a déjà des belles choses qui existent, Judith, où que si on s'en préoccuperait de le faire de façon standardisée et de pouvoir vraiment s'aligner vers là, qu'il est possible de le faire pour qu'on puisse optimiser les processus. Là. C'est ce que je vois. Je t'écoute, puis c'est ce que je vois. Là, c'est très bien ce que tu dis. Puis l'idée qu'on soit tous ensemble, puis qu'on a notre place dans le grand portrait, c'est vraiment très important. Vous écoutez ça, là, c'est important de voir là, tout ce qui peut se faire. Là, Nathalie, on est chanceux à la QDR Québec, on va vous avoir le 19 février pour une conférence qui va compléter là, l'émission de radio, aller encore plus loin, qui va être à la bibliothèque Gabriel Roy sur la rue Saint-Joseph.
Tout le monde connaît la bibliothèque. Je me suis enquis pour savoir est-ce que ça va être bien déblayé s'il y a trop de neige. Parce que des fois, on a des petites surprises. Puis le réseau des bibliothèques m'a dit que ça va être excessivement bien déblayé. Ça va être la première place. Puis vous aurez un stationnement en dessous de la bibliothèque, qui est un prix quand même pas trop cher. Fait que ça va être quand même facilitant. Alors, on va être chanceux de t'accueillir encore une fois, Nathalie, à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Ben merci Judith, puis c'est un beau privilège parce que mon intention pendant le moment que je vais passer avec vous tous, puis je vous invite tous à venir. Il n'y a rien de mieux là que la chaleur des êtres humains d'être dans la salle là pour qu'on puisse faire ça vraiment participatif. Et l'intention, c'est vraiment de vous renseigner le plus sur la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, comment aussi être en tant que proche aidant, de vous donner des trucs, puis de pouvoir vraiment vous accompagner dans un début du processus, si toutefois ça vous arrive demain matin. Et j'en suis sûre que déjà, pendant cette assistance-là, il va y avoir déjà des gens qui sont comme proches aidants de quelqu'un qui doit accompagner. Et souvent, tout seul, ça n'est pas facile. Donc, je pourrais vous donner là, quelques bons guides là-dessus. Mais écoutez, là, ceux-là qui nous écoutent, là, je vous le dis, là, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le 19 février, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, de 13h30 à 15h30, autant les proches aidants que les gens concernés par la question de maladie Alzheimer ou maladie apparentée, venez-vous-en. C'est une grosse bibliothèque, hein? Elle a tout été rénovée, elle est magnifique. Puis vous allez avoir une conférencière spécialisée qui va vous parler avec cœur aussi, avec bienveillance. Alors, moi, je suis vraiment contente, Nathalie, de ce que tu fais avec nous. Je te remercie énormément au nom de tous les aînés. Ben merci beaucoup, Judith, et bien hâte de vous voir le 19. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.